Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler bien sûr d'ATH, puisque on vient de faire un ATH. Donc je vous souhaite à tous un très joyeux ATH, étant donné que c'est un moment extrêmement plaisant pour nous tous, puisque en théorie, en tout cas au moins sur Bitcoin, la totalité du marché est en profit. Donc on peut simplement se féliciter que d'être exposé. Et par rapport à ça, je vous dis, je vous souhaite à tous un très bon ATH. Donc on va parler vraiment de l'ATH, on va parler de la liquidité. Est-ce qu'il y en a au-dessus? Est-ce qu'on est actuellement shorté sur l'ATH? Quel est le momentum d'achat un petit peu sur le spot? Et on va bien sûr ici aller voir du côté de Ethereum et des altcoins, histoire de voir comment se positionne un petit peu la balance et comment s'organisent les diverses dominances. On y va pour cette vidéo, c'est parti, allez, intro. Alors, Bitcoin, en 4 heures, bien évidemment, on a réussi à percer ce 4 heures. C'était un petit peu le critère pour aller chercher la TH, bien évidemment. Cette boîte de liquidité-là a été sortie, ainsi que celle-ci. On a atteint les 110 800 dollars globalement, qui était un niveau que nous, on regardait comme étant un endroit où le prix pouvait, étant donné qu'on avait terminé de distribuer dans la liquidité, pouvait un petit peu se calmer. C'est très propre de ce côté-là, aucun souci. On n'a malheureusement pas, j'aurais presque préféré qu'on le fasse, mais repris cette petite boîte de liquidité ici qui se trouvait juste sous la structure. Mais globalement, vous voyez que on a un petit peu ce schéma de impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion à nouveau. Donc une impulsion globale ici qui se fait en 7, donc en extension, aucun problème avec ça. En 7 ou plus, ça peut se faire en 9, mais l'idée ici c'est que probablement ça va se faire en 7 vagues. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, d'accord. La question étant, jusqu'où on pousse. Avant, éventuellement, j'aurais tendance à dire de déjà perdre ce petit momentum-là à la hausse. Ça peut pousser loin. J'aurais tendance à dire que si on arrive à passer la zone, et comprenez bien que ici, c'est une zone de rejet, à chaque fois que je parle d'une zone, donc on avait parlé, nous, de 3 zones. On a parlé de, à court terme, 111, 123 et 158. Ces 3 zones sur lesquelles il est possible que le prix temporise un petit peu. Et globalement, ici, on en touche la première. Donc on est sur un endroit où, typiquement, étant donné qu'on est sorti de la liquidité, le prix va peut-être vouloir temporiser un petit peu, éventuellement retester ici le momentum, pourquoi pas, et puis nous donner quelque chose de supplémentaire, pourquoi pas, vers le haut. L'idée ici, également, c'est que... je pense qu'ici, ça serait un petit peu chiche, un petit peu, même si c'était quelque chose qu'on avait quand même fait ici sur ces zones-là. Vous comprenez qu'ici, on a fait nouvelle ATH et on s'est littéralement, on a juste pris la liquidité, on s'est fait rejeter. Il se pourrait que ça arrive une troisième fois. Aucun problème avec ça. Personnellement, j'y crois un petit peu moins, parce qu'à force de taper au carreau d'une zone de vente, on finit par la passer. Et je vois beaucoup moins de FOMO, sauf sur les leviers. Il y a un tout petit peu de FOMO sur les leviers, mais elle est pas uniquement longue, elle est un petit peu dans les deux sens. Mais je vois pas de FOMO retail, on va en parler aujourd'hui, mais je vois pas de distribution sur les retail, je vois pas ce genre de choses. J'en vois pour preuve le Google Trend sur Bitcoin qui est plutôt, vous le voyez, à la diminution, et malgré un ATH, vous voyez que on est vraiment sur des endroits extrêmement faibles en termes de recherche crypto sur Google et Bitcoin. Également, quand je regarde ici sur les apps les plus téléchargées, on ne trouve pas Coinbase, ne serait-ce que dans le top 100, et ce qui signalerait quand même un fort intérêt des retail. Et en général, sur une fin de cycle, on est quand même peut-être plutôt, enfin sur une fin de cycle, sur un rejet ATH en tout cas, on est plutôt sur des endroits où on est dans des zones d'euphorie. Des zones d'euphorie et des zones de distribution au retail. Et en ce moment, le retail n'est pas là. Donc c'est on va dire un ATH où on n'a pas réellement de fear of missing out. Ce qui peut être à la fois bénéfique et pas bénéfique. Vous comprenez ici que, d'une certaine manière, comment vous expliquer ça? Ici, par exemple, je traverse cette poche de liquidité. Comment on fait pour avoir une impulsion supplémentaire ou que cette poche de liquidité, directement, par exemple, trace ici sur les 120? Il va falloir quand même un petit peu de FOMO. Il va falloir qu'il y ait des gens qui se disent, ah bah mince, je sais pas, j'ai vendu là-dedans, et qui court derrière le prix, c'est-à-dire un pump dans lequel on ne croit pas, mais qu'à un moment donné, on se dise, ah ben mince, c'est un ATH, on est au-delà de 110 000 dollars, il va falloir que je prenne une décision, et ce genre de rallye, il y a forcément un moment où
le retail, entre guillemets, doit, le retail ou autre, hein, ça peut être les institutions, ça peut être pas mal de monde, mais où ceux qui se sont délestés d'une certaine exposition doivent pouvoir y revenir, et ce, plus haut. Voilà un petit peu l'idée là-dessus. Il va falloir qu'il y ait une belle demande au spot, y compris sur ces zones-là. Il va falloir qu'il y ait des forts signaux. Il va falloir que cet ATH soit bien sûr médiatisé. Le marché ici connaît ses limites. Il connaît également ce qui s'est passé dans le passé. Pas mal de gens qui peut-être sont rentrés sur cette ETH là et qui se sont retrouvés ici sous l'eau quand on est descendu à 74, qui ici n'y croient plus ou ne rentrent plus ou voilà. Globalement, j'ai l'impression, moi, qu'on est entre nous, c'est-à-dire que on est encore sur toutes les personnes qui étaient dans le cycle précédent, plus quelques nouveaux entrants qui commencent à s'y intéresser. J'espère pour eux qu'ils s'y sont plutôt intéressés pendant cette longue consolidation ici, que là où on en est là actuellement, hein, puisque là vous comprenez qu'on a un momentum qui est très fort, donc ça peut décrocher à tout moment. Donc voilà, je pense pas que c'est un endroit extrêmement intéressant pour rentrer, sauf à dire que vous rentrez en trade plutôt, mais pas nécessairement sur de l'investissement. En tout cas, c'est pas forcément mon avis. C'est pas parce qu'on a ici, voilà, des targets. Nous, on a des targets autour des 240, 260 000 dollars sur la fin du cycle. Mais ça serait pas un endroit où je pense qu'il est extrêmement intéressant de rentrer tête baissée. Voilà. Ce qu'on voit également, c'est finalement un BTC qui pousse, et on est encore sur un contexte assez BTC driven, hein, c'est-à-dire que même Ethereum, on reviendra sur BTC en fin de vidéo, j'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à aller voir les codes d'affiliation. Je pense qu'on annoncera un nouveau partenaire, peut-être pas demain, mais voilà, il y a un nouveau partenaire qui va rentrer également, mais Bluefin, c'est extrêmement pro, extrêmement bien, pas de KYC, c'est un très très bon exchange, y compris pour faire du dérivé, aller chercher des alts également, il y a quand même pas mal de paires dessus, donc je vous le conseille les yeux fermés, j'ai regardé toutes les proof of reserve, et voilà, ça me paraît tout à fait correct, donc n'hésitez pas si vous aviez dans l'intention de créer un compte Bluefin, voilà, n'hésitez pas à utiliser le code CryptoSignal FR, je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Quelqu'un qui vit de son trading n'a pas à vous vendre des formations, hein, c'est un petit peu la base, sauf à dire que vous avez ici un système, quelqu'un qui vous montre un système, et encore que moi, à mon sens, de toute façon, il n'y a pas de bon système de trading. Il y a celui qui vous convient déjà, celui qui vous met à l'aise avec le marché, mais pas que ça. Je dirais que vous allez être rentable uniquement sur le risk management que vous allez mettre en pratique. Vous n'allez pas être rentable sur un système de trading. C'est pas un système de trading. Les gens cherchent souvent cette idée un petit peu comme vous allez au casino et vous avez cette espèce de martingale, le truc qui gagne tout le temps. Ça n'est absolument pas le cas. La manière que vous avez de rester dans le marché, de ne pas entamer votre capital de trading sur des problèmes. C'est-à-dire, par exemple, vous prenez une tôle de moins 30 ou moins 40% sur votre capital de trading. Vous allez mettre bien sûr plusieurs mois à vous en remettre, alors que là, voilà, cette manière d'utiliser votre risk management et de mettre en place votre risk management, pour moi, représente tout simplement la base de ce qu'il faut faire en trading. Donc vous avez des tutos en fin de vidéo, si vous avez des tutos sur mon système de trading à moi, qui se compose en partie de price action et en partie de chartisme en ce qui concerne les targets, et pour beaucoup de liquidité, hein, cette idée de boîte de liquidité et d'endroit où le prix veut aller pour pouvoir distribuer, mais une fois qu'il a distribué, il faut voir comment fonctionne la liquidité légèrement en dessous, et cette idée parfois, quand on est dans un contexte très directionnel, utiliser plutôt le chartisme, et quand on est dans un contexte plutôt comme ceci, utiliser les concepts de liquidité, à savoir ICT, SMC, ce genre de choses, encore que c'est plutôt la price action ici, donc on va utiliser, mais cette idée en tout cas qu'il y a besoin d'aller sous la structure pour ressourcer et éventuellement derrière revenir par-dessus est extrêmement présente sur la chaîne. Les deux se complètent très bien, on n'a pas une façon de trader qui est le chartisme, qui est, enfin moi c'est mon avis, qui est, c'est ceux qui perdent, c'est les nuls, c'est ce qu'on essaie de vous vendre parce que c'est fait pour les retail, et d'un autre côté c'est la liquidité qui fonctionne parce que c'est la smart money qui contrôle le game, etc. Tout ça ne sont que des concepts pour vous faire adhérer à l'une ou l'autre partie, mais en fait en réalité les deux se complètent extrêmement bien. Et moi, en tout cas dans mon cas, grâce à la price action,
Et grâce à cette idée de niveau et de temporalité des niveaux, de manière à savoir si on est dans une prise de liquidité temporaire ou si on est sur une structure temporelle, on va dire ça comme ça. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, c'est en fin de vidéo, en général c'est la même playlist à chaque fois. Ether contre Bitcoin. Bon bah on a eu cette cassure, il n'y a pas de secret, ici ça se passe plutôt bien. Derrière on a quelque chose qui ressemble plutôt à une correction, au travers de tout ce qui se passe un petit peu dans ce potentiel un peu flag. La question étant, est-ce qu'on fait à nouveau une impulse ou est-ce qu'on rejette sur cette zone-là? J'aurais tendance à dire qu'il y a encore une impulse à venir, à minima, hein, et pourquoi pas un retour encore une fois beaucoup plus haut, hein, mais dans ce cadre-là, il va falloir passer celle-ci. J'aurais du mal à la retravailler pour qu'elle touche ici et qu'on soit sur un rejet. Donc du coup, voilà, pour moi, ça va impulser à nouveau. Vous comprenez bien que si on impulse la même chose que ça, du coup, on passe au travers de cette trend, ce qui serait un très bon signal déjà. Vous comprenez bien également que on n'est pas en tendance haussière sur Ether contre Bitcoin, tant qu'on n'a pas vraiment bien récupéré l'histoire. Hein, et en soi, voilà, on reste un petit peu dans quelque chose de haussier puisqu'on perd pas ici la structure. Mais comprenez qu'on regarde des choses ici sur 2019. Ici, on a perdu le momentum. Ensuite, c'est parti en parabole vers le bas, littéralement. On est en train de péter cette parabole. Pour le moment, je vois pas vraiment de raison d'aller jouer plus qu'un retracement haussier. Ou en tout cas, je parle bien sûr ici, comment dire, voilà, d'aller jouer ce genre de choses, par exemple, hein, typiquement, et c'est-à-dire, j'ai cassé la traîne la plus agressive de ma parabole, je viens chercher une traîne encore moins agressive, et pourquoi pas, je viens chercher la traîne la moins agressive de toutes. Je pense qu'ici, il faudra être attentif hein, sur les 0,37, 0,41, c'est des endroits où il faudra faire attention, parce qu'il y a beaucoup de volume, hein, notamment dans ce niveau-là, et ce niveau-là, mais ça, on en a déjà parlé hier, c'est une zone qui a tellement théoriquement donner des choses dans le passé, donner du volume, donner des latéralisations, qu'elle pourrait être difficile tout simplement à éclater vers le haut. On va voir. Si c'est le cas, en revanche, derrière, ça deviendra un excellent support, typiquement sur ce que ça avait donné par exemple ici, hein, où il y avait quand même un petit peu de volume. C'était même plutôt la zone de support ici, j'ai envie de dire, était même plutôt légèrement plus haut, hein, elle était légèrement plutôt là-dedans. À partir du moment où on la réintègre, hop, ça reprend, et vous voyez que derrière, ça devient un petit peu le support du moment. Là, on a un peu traversé au travers, on est un petit peu en train de se bastonner. C'est une zone quand même pivot sur Ethereum, les 0, 0,25, quoi. Il y a quand même quelque chose à passer. C'est pas incroyablement la zone pivot, mais c'est une zone pivot quand même qui est relativement intéressante. Et sur Ether versus dollar, la grande question ici c'est est-ce qu'on se fait une running flat ou alors est-ce qu'on y va pour la flat. Je pense que sur le long terme c'est vraiment ce qu'on peut regarder. Si on y va pour la flat, vous retrouverez un Ethereum à 600$. Si on y va pour la running, donc ça on le saura, je pense qu'on aura cassé cette distribution. En tout cas ça sera un très bon signal, à savoir à l'ATH, donc ce sera un petit peu tard pour nous. Mais en l'occurrence, on peut jouer une running ici, hein, ceux qui veulent le faire, c'est plus ou moins ce qu'on fait également. On a un trade en cours sur Ethereum. Ce que j'aime bien, c'est l'accélération ici du momentum, en tout cas si ça tient. Et bien sûr, sur le court terme, on va se mettre comme ça, la cassure de cette petite distribution ici en cours qui est pas moche, quoi. Y a pas de... Ça n'accélère pas, malheureusement. Mais voilà un peu l'idée ici. On a quand même ici plus ou moins validé une forme de cassure. Ether qui globalement en ce moment a son support autour des 2415, il va falloir qu'il s'affranchisse de, je dirais, la zone des 2008 qui est sa prochaine résistance. Hein. Voilà, il va falloir également que Bitcoin continue soit de latéraliser, soit de monter, et ce dans un contexte, on l'a expliqué, d'un Ether contre Bitcoin, Ethereum BTC qui est à la hausse, sinon on n'aura rien de tout ça qui se met en place. J'aurais tendance à dire que si on veut voir des jolies choses sur Ethereum, il faut qu'il y ait une forme d'accélération du momentum, une sorte de parabole, donc que ça tienne plus ou moins. D'accord? Donc c'est un peu ça le critère. Que 2418 vienne à tenir, mais également que ce petit momentum ici qu'on a mis en place sur une accélération, comprenez qu'une parabole, c'est ça, hein, c'est une tangente qui a une pente de plus en plus impressionnante. On regardera un petit peu la liquidité sur Ethereum, on va se pencher un petit peu dessus aujourd'hui, histoire d'être assez complet là-dessus. Et en ce qui concerne Total 3, on a une latéralisation ici en bas, c'est-à-dire que les alts ne se sont pas excités hein, sur ce mouvement, pas plus que ça du moins. Par contre, je trouve que la structure en une heure est pas moche pour se retourner, d'accord? C'est-à-dire que latéralisation légèrement au-dessus de la TH, on va dire, imaginons
Aïe, je me suis pété le pied. Imaginons un Ether un Bitcoin qui temporise entre 110 et 120, hein, ce que je vois bien se mettre en place éventuellement. On pourrait avoir dans ce contexte-là une belle poussée sur les altes. Ce qu'on entend ici par une belle poussée sur les altes, bon, c'est tenir un petit peu ce qui se passe là-dedans et à minima revenir revisiter à minima, hein, ces choses-là. On peut aussi imaginer que ça casse ici dans un sens ou dans l'autre. J'ai expliqué hier que les altes sont dans une forme de long terme, sorte de compression, avec quelque chose de très agressif vers le bas et quelque chose de très doux vers le haut. Perdre ce truc très doux vers le haut, pour moi, veut dire aller à 12% de dominance, donc avoir littéralement un bain de sang sur les altcoins. En revanche, arriver à casser ceci et à tenir, hein, finalement, nous emmènerait à minima quelque part dans ce canal haussier ici, ce qui voudrait dire une petite all-season des familles de 20% le niveau actuel jusqu'à 28%, ce qui sur les altes peut être relativement énorme, hein. Prendre 10% de dominance, globalement ça correspond à quoi? Ça correspond grosso modo 10% bah, à l'Ethereum dominance en ce moment. Donc, si je me trompe pas, un truc comme... je voudrais pas vous dire une bêtise, mais quelque chose comme 400 milliards, un truc comme ça, hein, il me semble. Regardez la market cap. Ethereum, market cap, où es-tu? Voilà. 300 milliards actuellement Ethereum. Bah, on en profite d'ailleurs pour regarder un petit peu la market cap d'Ether. Globalement, on voit que ça n'a pas tenu et qu'on est au retest actuellement, donc attention à ça. Et également, on voit très bien que si jamais on est bien, vous voyez cette espèce de canal ici, hein, en descente légèrement élargi. On vient d'en faire la cassure, l'amplitude, je pense que c'était effectivement ça qu'on regardait là, ouais. L'amplitude est là, on peut éventuellement tabler, il y a une target qui s'active, hein, d'une certaine manière, autour de 700, un peu moins de 700 milliards en market cap, ce qui nous emmènerait à un doublement, donc Ether à 2005, de 5000 dollars sur Ethereum, on va dire à dominance à peu près constante, etc. Même s'il y a du burn, on va faire abstraction de tout ça sur Ethereum. Et en ce qui concerne, donc vous l'avez vu sur l'altcoin dominance, c'est très bas, on est en bas, mais par contre, c'est pas moche, et il y a une petite structure de retournement en épaule-tête-épaule, il faut qu'elle confirme, hein, elle n'a pas encore cassé. Et puis, quand je regarde ici l'Ether dominance, à peu près 9-10%, pour le moment, on voit très bien sur ce sursaut de dominance, hein, sur Ethereum qu'on n'a pas encore cassé l'histoire, hein, qu'on est tout à fait encore dans la figure, donc attention à ça aussi également. On peut très bien rejeter et revenir ici et aller aux 5% de dominance sur Ethereum. Donc ne lâchez pas votre position sur Ethereum si vous en avez une, et en même temps ne mettez pas la maison. Je dirais que c'est pas vraiment les endroits où il faut nécessairement l'augmenter. Peut-être attendre une cassure et un retest pour éventuellement se placer. En tout cas, ça fait un petit moment qu'on l'avait pas regardé, mais vous voyez ici cet élargissement qu'on perd à cet endroit-là. Target, c'est le bas. Pour le coup, il a parfaitement tenu son support, hein, ici, hein, sur l'Ethereum dominance. En tout cas, il y a une réaction sur la zone. Voilà, ça serait vraiment dramatique de faire ça, hein, bien sûr. Ça emmènerait, je pense, Ethereum vers vraiment les bas-fonds. Et en revanche, se tenir littéralement. On voit aussi que, d'une certaine manière, hein, depuis l'arrivée des altcoins et toutes ces choses-là, en tout cas depuis 2018, Ether est quand même dans une structure baissière. Qui a été entamé, hein. Je pense qu'on a fait un plus bas ici. Oui, tout à fait, on a fait un plus bas. Ça peut aller plus bas, il n'y a aucun problème. Sur le fond, je veux dire, quand on regarde le vent qu'on a dans le dos, malheureusement, il n'y a rien. Enfin, ça n'a pas tenu ici. Ici, ça n'a pas cassé. Tout ce qu'on avait sur cette résistance-là n'a pas cassé. Nous a pas donné même des retests de trend ou quoi que ce soit, ou voilà, d'aller plus haut, entre guillemets. Ce qu'on joue sur Ethereum, c'est vraiment un retracement haussier. Je dirais que dans l'absolu, ça serait vraiment fantastique de déjà faire 16%. Revenir sur la résistance, donc rentrer dans une forme de range entre 7 et 20%, pourquoi pas également. Et puis derrière, ce sera vraiment du runner, hein, qui éventuellement dit qu'on va casser. Et vous comprenez que si Ether revient ici à 20%, il y a des... on est sur pas des quasi-flipping, mais on est sur des très jolis targets sur Ethereum. À savoir, j'aurais tendance à dire, un Ether à
23, enfin moi ça serait un scénario dans lequel je me verrais bien, donc bien sûr passer à x10, hein. Et vous comprenez ici que c'est pour ça qu'on joue du runner, on n'est pas en train on n'est pas en train de dire mets-toi là et enfin non, mets-toi là même, et fais x10 sur Ethereum, bien au contraire. On est en train de dire le truc ultime à éventuellement aller chercher. Je dirais que c'est un Ether à 22-23 000 dollars dans un contexte où Ether BTC est à 0,1, donc fait un x10 également, et que BTC est à 240 000, d'accord. Donc vous comprenez ici que sur Ether BTC, un Ether égale 1/10 de BTC. Vous comprenez que 0,1, ça nous emmène ici à peu près. D'accord. Donc ça voudrait dire que sur l'Ether BTC doit faire ça. En même temps, BTC doit aller à 240 000 dollars. Et là, on aura éventuellement une chance de voir finalement Ether contre le dollar aller à peu près dans ces zones-là, hein, qui est une target qu'on avait activée il y a de ça un petit moment. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer. Ça veut dire que c'est l'endroit où, suivant le plan, il faudra être, je dirais, quasi totalement sorti, hein, d'Ethereum, ou en tout cas d'avoir sorti la quantité d'Ethereum que vous aviez attribuée à ce cycle et à ce plan. Donc à ce swing-là, la quantité d'Ethereum que vous étiez dit, bon, je sais pas, là il se passe quelque chose sur 50% de mes Ethers, admettons, eh bien, là, c'est vraiment pour moi l'ultime endroit, le truc un peu vraiment tiré par les cheveux sur lequel il va falloir agir. Et bien sûr, il y a des endroits sur lesquels on agit ici sur toute la montée, d'accord. Ça, c'est un runner, c'est le TP ultime, on va dire ça comme ça. Un runner égale un reliquat de position. On est bien d'accord là-dessus. Là, le fondamental est donc où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui se passe. Alors ça, je l'ai mis, je trouvais ça intéressant. Brave qui innove, le premier navigateur à poser un domaine blockchain. Personnellement, j'ai déposé un point Brave du coup, parce que je pense que ça peut être un truc qui fonctionne. Globalement, c'est comment faire des paiements et masquer vos adresses dans le Web3, etc. Et donc du coup, vous remplacez votre adresse d'une certaine manière par un point Brave. Donc ça garantit votre identité, etc. Et pas mal de choses. Et puis vous liez tout ça au Brave Wallet, etc. Donc voilà, en termes de navigateur, si un jour on va dire les gros de la crypto, les gros de la tech font l'erreur de pas suffisamment donner une expérience utilisateur intéressante en termes de crypto, ça peut être éventuellement des choses intéressantes que d'avoir un nom de domaine très court, soit à la revente, soit tout simplement parce que ça claque, c'est la classe. Donc c'est le premier jour, donc bien sûr les noms de domaine, là moi j'ai réussi à déposer quelque chose extrêmement court, dont les gens se rappellent extrêmement bien. Donc voilà, pourquoi pas, ça coûte pas très cher, donc ça peut être, il n'y a pas de frais de renouvellement, donc c'est à vie, d'accord. Hier, enfin c'était avant-hier pour le coup, le Texas c'est passé en deuxième lecture sur la Chambre au Texas que on adopte cette idée d'une Strategic Bitcoin Reserve. On retiendra que le Texas c'est la 8e économie mondiale actuellement, c'est-à-dire que c'est devant la Russie. Donc, bien sûr, si on le regarde comme si c'était un État. On retiendra également que, personnellement, ce qu'on a vu jusque-là, et c'était quand même mon scénario privilégié également, c'est plutôt une adoption fédérale de la SBR, de la Strategic Bitcoin Reserve. Pour le moment, on n'a rien de foufou qui s'est mis en place réellement. Si ça passe en troisième lecture, et en général, quand ça passe en deuxième lecture, ce qui est le cas d'avant-hier, en général, ça passe en troisième. Eh bien, il se pourrait que effectivement le Texas vienne, et le Texas extrêmement pro Bitcoin bien sûr, vienne à mettre dans sa trésorerie du Bitcoin. Donc adoption institutionnelle plus. Vous comprenez que en ce moment, on a un intérêt des MicroStrategy, Metaplanet, etc. On l'a vu hier aussi en France entre particuliers ou je sais plus quelle boîte. Donc de rentrer dans sa trésorerie de la crypto plutôt que d'avoir une trésorerie qui est un petit peu dormante, eh bien avoir cette idée-là. Ici, il faut comprendre que ça veut dire que c'est sur les fonds de retraite, ça veut dire que c'est sur les fonds également tout simplement de l'État, que ces États-là peuvent rentrer. ETH est complètement exclu du truc, et même tous les autres, parce qu'ils ont rajouté une petite garantie en plus, qui est de dire que ces assets doivent maintenir une market cap d'au moins 500 milliards pour 2 ans, et vous l'avez vu, en ce moment, Ether est à 300 milliards, donc ça exclut un petit peu, ou en tout cas ça remet à bien plus tard d'autres altcoins, etc. On est Bitcoin only en ce qui concerne le Texas, et ça a été verrouillé comme ça.
Les ETF ont acheté 1,6 milliard dans les 5 derniers jours. J'ai reposté ça parce que j'ai parlé sur la semaine plutôt de 6 milliards. Je m'étais trompé hier, c'est 4 fois moins bien sûr. Vous l'aurez, vous aurez vous-même, c'est plutôt sur la totalité, je crois, des 3 ou 4 derniers mois qu'on est à 6 ou 7 milliards. Donc hier, j'ai fait une erreur. Du coup, je m'en excuse et je vous poste celle-ci. Mettez un like pour ce genre de comportement qui ont aussi à dire. Regardez les gars, j'ai eu tort, j'ai fait une connerie. Alors là, je ne l'ai pas mis directement, mais bon, je voulais en parler aujourd'hui en vidéo. Derrière, des grosses évolutions IA du côté de Google. En fait, désormais, vous allez pouvoir rechercher directement sur une IA plutôt que de dire OK Google, vous allez parler à un LLM. Bon, il n'y a pas de révolution en soi non plus, incroyablement, mais il y a des petites choses quand même qui arrivent en termes de nouveautés. Je crois que c'est pour très bientôt. Et en fait, Google s'est rendu compte ils avaient perdu en termes de Google Search par rapport à des gens qui cherchent directement sur ChatGPT. Ici, vous allez pouvoir poser plusieurs questions, c'est-à-dire affiner des recherches. Vous allez pouvoir également lui demander de vous citer. D'ailleurs, cette IA va vous sortir des sites à aller consulter si ça vous intéresse. Vous allez pouvoir lui demander de faire des résumés, etc. Toutes ces choses-là. Donc ça reste quand même extrêmement intéressant. Je vous souhaite à tous, et je le redis une nouvelle fois, un bon ATH. Encore une fois, c'est un moment joyeux où tout le monde est en profit. Donc voilà, c'est un moment où théoriquement un moment Nutella un petit peu. Hein. Gros afflux, gros volume hier sur les ETF. Pas tant que ça. Alors ça a été bien sûr une belle journée, hein, mais sur Bitcoin, on a eu 600 millions d'influx. Ce qui est beaucoup, mais on n'est pas non plus, on n'est pas sur des ATH, en tout cas je crois pas, alors qu'on pouvait penser ici que, voilà, en tout cas c'est des belles journées, hein, bien sûr, attendez, 600 millions, et ça nous dit quoi? Ça nous dit, bon, ok, si il y a une vague de distribution sur les retail, elle est en train de se faire sur les ETF. Il faut bien comprendre que sur les ETF, vous avez des institutions, hein, des clients de BlackRock qui sont des institutions. Vous avez également des clients de BlackRock qui sont des clients de banques et qui sont eux-mêmes des particuliers. Grosso modo, en ce moment, on peut dire que qui achète des ETF, et on l'avait vu sur les 13F un petit peu remplis par les très grosses boîtes, je dirais qu'il y a la moitié qui sont des grosses institutions. Le reste, qui sont des gros particuliers qui n'étaient pas investis avant, hein, on voit que c'est un petit peu des gens nouveaux, et qui, en fait, ont et sont conseillés par quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a une tierce partie, on l'avait vu, on avait regardé une grosse étude là-dessus, ont des conseillers, donc c'est par le biais de banques privées, hein, probablement, qu'on s'expose à ça, donc des assez grosse fortune, on va dire ça comme ça. En tout cas, au-delà de 3 millions en termes de patrimoine, hein, vous touchez pas des banques privées avant d'avoir atteint un petit peu des levels dans ce genre-là. Et puis les petits particuliers, peuvent éventuellement plutôt se diriger vers les exchanges. Donc globalement, on a quand même ici une forme d'accumulation du côté institutionnel d'un côté, on l'a vu. Bitcoin Reserve, on a vu des achats de Strategy il n'y a pas très longtemps, on a vu Metaplanet qui a fait des gros achats également, on a vu Square ou Block, je ne sais plus maintenant comment il faut les appeler, on a vu également une autre grosse boîte faire un gros investissement, et j'ai oublié le nom, mais ça va peut-être me revenir, voilà. Et en tout cas, par rapport sur ETF, il s'est à peu près rien passé. J'ai assez bizarrement une espèce de rotation entre ce qui sort du FETH pour aller finalement vers BlackRock, donc voilà, pas incroyable. Encore une fois, venez éventuellement, ça bouge pas beaucoup du côté du Twitter, soyez sympa si vous avez un compte Twitter, venez suivre, il y a que du bon contenu, hein, je pense vraiment sur Twitter. Parfois j'envoie un petit peu des trucs un peu politiques, etc. Mais de toute façon Twitter c'est fait pour ça, donc voilà. Les shorts liquidés en masse, oui, c'est pas incroyable. On avait dit, on va le voir dans la liquidité, mais on avait dit 500 millions, c'est à peu près ce qu'on a eu. Hein. On avait dit si on va à 110, 111 000 $, on a fait une grosse étude hier sur le funding. On avait dit il y a à peu près 500 millions à prendre, donc il y a quand même des chances d'y aller. Et c'est à peu près ce qu'on a pris, hein, quand on regarde les chiffres sur la journée d'hier, 483. Vous voyez, donc c'est propre. Il y avait 300 millions à prendre en short. Donc voilà, on était en dessous légèrement du chiffre, hein, puisque pour moi, il y aurait eu 500 millions à prendre, ne serait-ce que sur les shorts. Et en l'occurrence, c'était un petit peu moins. J'étais où? J'étais sûrement par ici. Unicoin, on l'a dit hier, on en a parlé hier. Ici, Institutional Fervor, pourquoi pas. Surpass, Rally, etc. On parle d'ATH, hein, bien sûr. Ici, SoulTrike, on n'en parle pas parce que pour moi, c'est vraiment américano-américain. Ici, nouveau record, encore une fois, sur Bitcoin. On en a pas mal parlé. Alors, on a en ce moment un petit peu une petite galère sur le marché
des bons du trésor. Il y a eu en fait parfois des grosses ventes aux enchères de bons sur du 20-30 ans. Il y en a une, il y a de ça 2-3 jours, je vous explique rapidement, hein, mais voilà. Et globalement, les bons, normalement, partent à peu près au taux qui avait été donné de base. Ici, c'était 5 et quelques pourcents. Et en fait, là, personne n'en voulait. Donc, personne ne veut de la dette américaine. On a été obligé d'augmenter, bien sûr, le taux de rendement pour que ces bons soient effectivement achetés. Donc, ça veut dire vraiment ici que, vous l'avez compris, il y a une sorte de méfiance par rapport à la dette américaine dorénavant. Bon, c'est pas trop tôt, hein, j'ai envie de dire à 37 trillions, hein, quasiment. Et comprenez que sur la chaîne, on regarde une fois de temps en temps, mais je m'en pose une seconde. Ouais, on est quasiment à 37 trillions, et à chaque fois qu'on regarde, on doit regarder une fois par mois, un truc comme ça, peut-être un petit peu plus, mais à chaque fois on prend 1 trillion, donc effectivement, c'est pas ouf, hein, au niveau de ce côté-là. Mais voilà, c'était assez étonnant de voir qu'effectivement, donc les investisseurs finalement. Alors, il se peut que Bitcoin soit quelque chose qui intéresse un petit peu du monde dans ce contexte-là, si on lui donne vraiment cette place d'or digital. Pour moi, j'aurais du mal à lui donner là tout de suite, mais ça pourrait expliquer pourquoi il a si bien performé alors qu'on était quand même dans un contexte de higher for longer, c'est-à-dire qu'au niveau des taux, plus haut pendant plus longtemps, et vous voyez que le marché est encore en train de penser qu'on ne bougera pas au niveau des taux, hein, qu'on restera à 4,25 sur le prochain meeting qui se tiendra désormais dans un mois. Personnellement, je pense que ça va bouger, que ça va donner un signal de baisse, c'est-à-dire que Powell va baisser, mais vous voyez que je me trouve que dans les 5,3%, 95% du marché pense que on sera sur du higher for longer, donc du plus haut pendant plus longtemps. Moi, je trouve que sur l'inflation, les 2,3%, c'est excellent. Je trouve qu'on est en train de se diriger vers les 2%. Je trouve que l'économie commence à montrer des signes de faiblesse autant au niveau du chômage que d'autres choses. Je trouve qu'il est temps de pivoter. On le voit aussi sur cette crise au niveau des bonds où finalement il n'y aurait qu'une baisse des taux qui pourrait relancer tout simplement les bonds. Hein. C'est-à-dire qu'un bon d'occasion si jamais les taux augmentent, le bon d'occasion, bien sûr, les taux demandés augmentent, les bons d'occasion vont coûter moins cher. Ça met en péril un petit peu les banques, parce qu'elles en ont beaucoup, bien sûr, et que de temps en temps, elles ont besoin d'en vendre pour faire un peu leur sauce, parce que tout simplement, déjà, même leurs clients, eux-mêmes veulent passer Riscon, d'une certaine manière, vous l'aurez compris. Donc si on est dans ce contexte-là, d'augmentation des taux, ça risque de poser problème pour la trésorerie des banques d'une certaine manière. On avait une crise bancaire, je crois que c'était en mars 2023, si je me trompe pas, dans ce sens-là. D'un autre côté, comment dire, un Powell qui diminue les taux directeurs pourrait être un signal que, attention, les taux vont baisser pendant un petit moment et que du coup ça pourrait faire réaugmenter la valeur des bons d'occasion, bien évidemment. Donc voilà, en ce moment c'est un moment un petit peu où il faut être attentif à toutes ces choses-là. Voilà, hein, on passe ici, je pense, on fera un point sur... il y aura une première révision du PIB visiblement la semaine prochaine. Donc il va commencer à y avoir un petit peu... Le calendrier économique va commencer à se réveiller avec le PCI, ce genre de choses. Cette semaine, ça reste assez calme dans les diverses choses qui peuvent être éventuellement à montrer tout simplement. Ensuite, les liquidités et les liquidations. On a parlé ici 483, 180 longues et 302 shorts. Sur les dernières 24 heures, Bitcoin est repassé largement devant Ethereum avec 173 millions de liquidés. Ethereum qui est à 50-50, hein, quasiment, vous le voyez, 68 millions en longue et 54 en short. On voit un BTC qui bouge et globalement des altcoins qui latéralisent. En tout cas, pour le moment, on a des plus 3, plus 4%, mais ça s'est pas excité sur les altcoins au travers de cette ETH. Vous l'aurez vu, entendu et déjà analysé de votre côté, bien sûr. Ici, je voulais juste vous montrer en daily que on a réussi à percer assez fortement et que, attention, sur l'open interest, ça commence à s'exciter fort. Vous voyez aussi ici que la demande au spot, elle n'est pas non plus incroyablement en train de casser quoi que ce soit. On reste sur une trend qui est quand même globalement baissière depuis le premier ATH de 2021 pour l'instant. Je pense que, bon, là on regarde en BTC level, hein, donc c'est assez normal. Le BTC a pris de la valeur depuis, mais globalement ici c'est plutôt encourageant de voir l'open interest casser et commencer à partir un petit peu ici à des niveaux plus intéressants. Vous voyez qu'il y a une vraie trend, hein, des vraies marches, c'est ça que je veux dire, sur
l'open interest, et vous voyez qu'on est revenu très très largement au-delà des moments où, de l'investiture, mais également bien sûr très largement au-delà. Ici vous avez le moment où Trump est élu, vous avez donc beaucoup d'open interest qui se met en place, vous avez en gros le Trump le Trump Pump, hein, on va dire le Trump Trade, hein, là à ce moment-là. 7 décembre, c'est l'investiture, donc on redéleverage ici tout le monde vers le bas. On revient à l'endroit où Bitcoin, Trump avait été élu en termes d'open interest. On revient aux 15 milliards. Et là, depuis, on a repris 15 milliards. Donc d'où viennent ces 10 milliards, pardon. D'où viennent ces 10 milliards Ce regain d'intérêt ici est extrêmement intéressant. Et vous voyez qu'on les a repris depuis quand? On les a repris depuis les 174 000 $. Et c'est même plus ou moins eux qui drivent hein, finalement le marché. Donc ça c'est suffisamment intéressant pour qu'on en parle. On voit ici cette belle trend sur l'open interest, beaucoup d'open interest depuis également qui a été mis en place de 23 à quasiment 30, hein. On est monté à 30 milliards ici. Attention, ça commence à surchauffer un petit peu au niveau du funding. C'est pas incroyable non plus, mais en fait, vous voyez ici, on est monté à 0,03 parce qu'on a short squeezé, hein, bien sûr. Vous voyez ici un petit peu le short squeeze, hein, diminution de l'open interest, principalement là-dedans. Donc on est même plutôt sur, on sort les longues. Hein. Vous avez compris ici que dans le délire, si je me trompe pas, on a 170 millions qui sont liquidés en short et on a 80, hein, si je me trompe pas, sur Bitcoin. Hein. 52, pardon. C'est à 52 en long. Où suis-je ici 52. Donc là, on a probablement nos 52 ici. Enfin, vous voyez un petit peu le délire. Grosso modo, on était monté en funding, mais depuis, ça s'est fortement calmé, notamment sur cette petite correction-là. Donc, on a des prises de profit, on les voit un petit peu ici. Et on a probablement du short qui est aussi en train de rentrer. Donc, ce qu'on a ici, je trouve, hein, en tout cas, c'est un funding qui diminue avec une augmentation du prix. Donc, on a du short au-dessus. C'est une bonne chose. Et derrière, on a quand même un funding qui vient d'aller dans des zones. Je dirais, on est à 3 fois plus important que la neutralité, d'accord? On est à 0,03 en funding. Il faut bien comprendre ça commence à FOMO sévère quand on est plutôt encore à 3 fois plus que ça, c'est-à-dire 0,1. Mais vous voyez que ça va vite. Ça va extrêmement vite, parce que tout simplement, quand on monte, on liquide du short aussi, donc c'est normal que le funding s'ajuste en fonction. Et là, on est revenu sur une zone relativement normale, à savoir 0, 0,1. Encore une fois, pas de FOMO, mais on voit que déjà, on est shorté sur le top. C'est plutôt une bonne chose. En tout cas, si on veut vouloir à nouveau distribuer hein, dans ces zones-là, ces poches de liquidité short vous donnent la possibilité, pour ceux qui ont accumulé du contrat en bas, d'aller distribuer, puisque c'est un acte d'achat forcé. Quand vous rentrez dans ces zones de prix-là, les shorts sont liquidés, donc vous êtes obligé d'acheter puisque vous avez vendu à découvert, vous êtes obligé de racheter ce que vous aviez emprunté à l'exchange. Ici, à cet endroit-là, on avait la moitié du marché qui était donc à 106 000. Je crois qu'on en a parlé hier. Hein, on était déjà, c'était déjà la vidéo d'hier. La moitié du marché qui était short long. Donc déjà entre 106 et 111, vous voyez que si on venait à corriger à 111, on serait probablement à nouveau en funding négatif. Donc je trouve que c'est plutôt encourageant pour la suite. Ici, j'ai légèrement du short aussi, mais c'est ce qui a été squeezé derrière. Donc voilà un petit peu l'idée. Je pense pas vraiment qu'on a quelque chose à venir chercher sous 106. Je trouve que ça va plutôt ensemble. On garde dans l'idée quand même que c'est possible, parce que vous voyez ici que vous avez un support là, hein, où le prix peut avoir envie de venir... en fait, il y a une petite accumulation de liquidité. On va essayer d'aller voir sur iBlock si iBlock, pour le coup, lui, la voit. Sur le funding, moi, je la vois pas. Elle me paraît pas incroyable. C'est suffisamment intéressant pour le montrer. Ici, il y a une vague d'achat énorme au spot. Ici. Finalement, au moment où on fait la TH, je crois. Parce que là, on l'avait pas fait, je crois. Hein. Ah, 714, si on avait dû le faire ici. Ici, vous voyez, ça c'est de l'achat market, c'est-à-dire je ne m'inscris pas, et c'est sur le spot, je ne m'inscris pas dans le carnet d'ordre, je ne mets pas un acte d'achat en me disant si on va à cet endroit-là, ça achète, je clique sur le bouton achat, et on voit que ça a fait ripper le prix hein, complètement. Ici, il y a donc probablement quand même une grosse main. Hop. On va essayer d'avancer un petit peu plus vite quand même. Derrière, alors on voit, oui, iBlock est plus ou moins en train de voir qu'il y a quand même de la liquidité sous l'endroit que je vous montrais tout à l'heure. À savoir là, hein, vous voyez cette petite poche qui est relativement propre. Donc 106 reste dans l'idée, pourquoi pas.
Moi, je le vois pas sur le funding, mais pourquoi pas. 106 ici, bon, vous voyez que c'est finalement ce qu'on a là. D'accord. Ensuite, on a 101 qui, petit à petit, devient de moins en moins frais, hein. Et là, je dis attention parce que, pour le coup, là, on est un petit peu shorté sur le top, on l'a expliqué, hein. Pour moi, il y en a plus que ça, mais bon, iBlock voit quelque chose de différent. Effectivement, il voit une boîte de liquidité sous ce niveau un peu des 106. Il y a toujours de la liquidité à 101 qui est toujours visible. Petit à petit, elle est en train de glisser, hein. Vous comprenez ici que 19 mai, désormais, elle a 3-4 jours. Le funding n'est pas non plus dans des zones incroyablement full, même s'il est monté à... Quand on a tapé ça, vous comprenez qu'il est monté à 0,03. Mais bon, le funding n'est pas dans des zones choquantes. En tout cas, il est assez vite revenu dans des zones plus normales. Sur Ethereum, vous voyez qu'il y a un petit push à faire pour 2007. Pour le moment, ça ne s'active pas non plus sur le short, incroyablement. Et Ethereum, il y a un gros manque de liquidité intermédiaire pour faire le lien avec 2400, qui est désormais la zone de liquidité qu'on retrouve en dessous. Donc ça, c'est plutôt encourageant pour lui. Manque d'intérêt, alors qu'il l'intéressait énormément sur ces quelques dernières semaines. Ethereum intéressait énormément. Là, il y a assez peu d'open interest dessus. On va sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo. 111 000 $, déjà je pense qu'on peut se congratuler parce que c'était une des targets, hein, sur lesquelles on disait qu'on allait probablement aller court terme. Donc c'est propre qu'il y a cette petite poussée qui nous permet d'y aller. Ici, moi je rajouterais bien, on va se mettre en 15, hein, comme ça. Hop, on l'a dit, une petite boîte de liquidité sous 106, donc attention à ça, ça peut être un endroit court terme où le prix peut avoir envie d'aller effectivement. Je la vois pas nécessairement personnellement, hein, sur le funding, mais sur iBlock, elle est relativement limpide, donc voilà, on la met un petit peu, on la met pas trop opaque. Toujours 101, cette boîte-là, et on passe, je vais vous le montrer ici, des questions qu'on peut se poser, on va peut-être se mettre plutôt en 4 heures. C'est comment on est monté, à quel endroit on a le plus Bon, c'est assez visible, hein, ici, dans tous les cas, que c'est 97. Donc le gros support, théoriquement, maintenant, c'est 97. Et on s'est affranchi de cette zone, hein, sur laquelle il y avait quand même un petit peu de volume profile, pour pouvoir finalement, potentiellement, reconstruire un nouveau support autour des 105-106. Voilà, donc ça, c'est intéressant, je trouve. Si on doit tenir le momentum, finalement, on peut éventuellement tabler sur l'idée de faire quelque chose comme ça. Pourquoi pas, si on le fait vite, passer en dessous et prendre la liquidité, et là, boum, repartir, d'accord? Donc, un retest, globalement, de cette vallée, d'accord? Cette vallée-là, boum. Alors, ici, on n'est pas obligé de prendre la boîte de liquidité tout pile, hein, mais voilà, un petit retest du momentum, je dis pourquoi pas. Je pense que c'est un scénario qu'il faut garder en tête. En revanche, si jamais on tient... Comprenez que si je me mets, on va aller sur des plus petites TF, hein, ici pour être plus précis et puis pour montrer un petit peu du scénario plus court terme. Comment dire, si on tient, vous avez accélération du momentum ici, d'accord, bam, 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 vous voyez que ça va plus vite. Et vous avez à nouveau accélération du momentum ici qui vient d'être perdu là-dedans. D'accord. Donc si je veux tenir une parabole, bah, il va falloir que je crée un momentum qui se trouve en fait d'une certaine manière plus fort que ça et plus fort que ça, d'accord, si je veux une parabole, ok. Et pour le moment, vous voyez que la petite court terme, elle est d'ores et déjà perdue alors qu'elle était assez propre par le passé. Qu'est-ce qu'on veut voir devant nous et qu'est-ce qu'on veut voir se mettre en place finalement? C'est typiquement ce genre de scénario où je corrige mais pas trop et où je casse une distrib pour donner une nouvelle impulsion, d'accord. Et là, on aura notre momentum un peu plus actif que le précédent qui se trouvera à peu près comme ça, par exemple, admettons. Donc c'est ça qu'on veut voir. Généralement, ça se fait plus ou moins sur un niveau. Je dirais pourquoi pas 109 300 et pourquoi pas 108, d'accord. C'est les deux endroits où éventuellement ça peut se faire si on veut accélérer, hein, dans ces zones-là. Et pour le moment, bien sûr, le support potentiel, il se trouve plutôt à 106. Voilà pour mon analyse du moment. Si je dois donner ici un scénario privilégié, hein, en ce qui me concerne, je trouve qu'on est légèrement shorté un petit peu au-dessus. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Personnellement, dans mon analyse, on n'a pas énormément de liquidité là. Par contre, je trouve que iBlock nous en verbalise beaucoup, enfin, graphiquement, hein, dit qu'il y en a pas mal. Je pense qu'il faut rester attentif à ce que nous dit le funding, c'est-à-dire quel est le sentiment sur ce niveau-là. J'ai pas de doute que si jamais on commence à revenir sous 106, par exemple, dans ces zones-là, on va être massivement shorté, donc ça peut permettre au prix de bien se reprendre et de pour le coup venir chercher de la vente dans ces zones-là. Je
crois que l'intérêt au spot est pas non plus incroyable. J'ai pas l'impression qu'on soit sur de l'achat au spot. Alors, maintenant, désormais, la meilleure métrique qu'on a pour voir l'achat au spot, c'est le CBD spot et aussi les ETF. Et les ETF, attention, on a une très belle journée hier avec 600 milliards. Donc ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, il y a de l'intérêt au spot et c'est plutôt propre de ce côté-là. Il va falloir que les comptes OTC soient vides et globalement j'ai l'impression que c'est un petit peu le cas au sens où on est déjà quand même largement sorti d'une correction. C'est-à-dire que les comptes OTC, donc over the counter, sont des endroits qui vont plutôt se remplir quand on passe sous un gros support. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il y a des liquidations, et assez souvent les comptes OTC c'est des market makers, ou assez souvent il y a des grosses transactions qui se font dans des zones premium, hein, vous l'aurez compris ici, c'est-à-dire, voilà, des grosses transactions se font plus ou moins dans ces zones-là. Donc là, je pense qu'on a bien refill sur les OTC, mais je pense aussi qu'il y a eu de la vente là, il y a eu de la vente là. Il faut comprendre que Saylor, il n'achète pas au spot, par exemple. Quand vous allez devoir faire, on l'a vu hier, c'était une autre boîte, mais je ne me rappelle plus de son nom, encore une fois, 75 000 BTC, Terra, non, c'était Fundlab, je sais pas quoi, je sais plus exactement le nom. Saylor, il a racheté quelque chose comme 8 ou 10 000. D'accord. C'est pas des choses que vous trouvez comme ça sur le coin de la porte, où vous appelez pas 11 000 copains qui ont un bitcoin. Ça se passe pas comme ça. Il va falloir trouver la personne qui a effectivement ces choses-là, et il va falloir que cette personne vous le propose, tout en vous disant il n'y aura pas de slippage, c'est-à-dire si jamais je me mets à acheter dans cette zone-là 75 000 BTC comme ça va pousser très fort. Et en l'occurrence ici, quand on a des beaux afflux ETF, en l'occurrence ici on parle de 600 millions sur la journée d'hier, ces mecs-là vont être obligés de fournir le lendemain 600 millions de BTC si on leur demande. Donc c'est là que ça peut être intéressant, c'est-à-dire que le slippage peut se faire à ce moment-là. C'est-à-dire que n'importe quel dip est racheté par les desks OTC, tout simplement parce qu'ils ont besoin de BTC pour pouvoir fournir. Et BlackRock avait été extrêmement précis là-dessus. Désormais, c'est 12 heures. En 12 heures, les BTC qui sont théoriquement achetés sur le iBit doivent être présents dans les réserves de Coinbase qui fait le custodial dans les 12 heures qui suivent. D'accord ? Donc ça, bien évidemment, ça crée des slippages pour le coup, et il se peut que parfois n'importe quel dip soit effectivement racheté, ou que d'une certaine manière les desks OTC soient obligés à l'achat pour pouvoir fournir derrière. Personnellement, moi je trouve qu'il y aurait un truc vraiment cool qui pourrait se mettre en place, et pour moi ça serait vraiment le signal que ça va fuser très fort, c'est de passer, ça serait une législation qui serait vraiment intéressante. Je pense pas que ça soit extrêmement bénéfique pour les OTC, Desk et compagnie, mais c'est qu'on fasse de l'ETF in-kind, c'est-à-dire de l'ETF directement en Bitcoin. En ce moment, on est en cash, et si jamais ça se faisait directement en Bitcoin, ben, ça voudrait dire que les comptes OTC devraient être directement rachetés. Ça voudrait dire aussi que certains comptes OTC pourraient vouloir directement rentrer avec des Bitcoins directement sur les ETF, sous-entendu, je te file un bitcoin et tu me files un bitcoin papier, hein, globalement, et ou l'inverse, c'est-à-dire à la sortie, je sors mais je veux que tu me rendes un bitcoin, etc. Donc tout ce qui est in-kind peut être extrêmement bénéfique pour le marché, parce que le mécanisme au spot se fait directement. Là, vous comprenez qu'on a 12 heures de décalage, mais pas que, on peut aussi avoir des mecs qui ont tout simplement accumulé ces zones-là, et qui actuellement revendent OTC à Saylor à 100 000. Et là, vous comprenez qu'on est sur bien sûr des profits qui sont extrêmes et qui n'affectent pas le marché directement. Ça n'affecte pas directement le prix, il n'y a pas de slippage. Donc voilà un peu l'idée. Je pense que on est pas mal. Je pense qu'on a touché un point, un endroit, c'est-à-dire au-dessus de l'ATH, qu'on attendait déjà depuis un bon petit moment. D'une certaine manière également, je trouve qu'on tient pas mal ce momentum-là pour le moment. Donc du coup, on avait fait toute une vidéo là-dessus. Cette idée éventuellement qu'avant le 4 juillet, même le 10-11 juillet, on puisse toucher la target suivante, je parle de la grosse, pas la petite qui est là, mais la grosse, puisque celle-ci on la voit éventuellement se faire la semaine prochaine. Si on tient le momentum du moment, pourquoi pas,
Et donc cette idée d'être à 160K pour début juillet, je dis pourquoi pas. Pour le moment, en tout cas, on n'est pas du tout dans cette idée du sell in me and go away, au vu de ce qu'il se passe et de la sortie positive de cette consolidation-là. Donc c'est plutôt propre. Attention, la One Week est vide, et ça, c'est quelque chose sur lequel on a tendance à dire il va falloir que ça soit vendeur, hein, il va falloir voir à peu près ce qu'on voit pour le moment, c'est-à-dire un funding à la diminution alors que le prix est à l'augmentation, et des positions qui s'ouvrent short. Parce que pour beaucoup, vous allez avoir aussi cette idée de hedge quand même, c'est-à-dire si j'achète la TH, il va falloir que je le short en même temps dans une stratégie semi-neutre, c'est-à-dire si j'achète la TH au spot, je me hedge quand même en le shortant. Admettons que j'achète 3 bitcoins, je réserve un bitcoin pour shorter et un quatrième, et je le short en levier 3, histoire d'avoir une position relativement neutre, au moins jusqu'à ce que résolution se fasse, puisque, je le répète, on est quand même sur une zone de rejet. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo, donc voilà, ce genre de hedge peut créer les conditions justement d'un short squeeze, d'un nouveau short squeeze, c'est-à-dire d'une boîte de liquidité supplémentaire au-dessus qui petit à petit se crée, soit au travers d'une consolidation, c'est-à-dire on n'arrive pas à passer un niveau et ça consolide et après ça fait ça, typiquement ce qu'on a fait là, sous la TH, c'était relativement propre de ce côté-là, soit au travers d'une nouvelle poussée directement, avec à chaque fois voilà, un momentum qui accélère, ce que je vous ai montré ici sur cette idée de parabole, pourquoi pas. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, dans les commentaires, etc. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres, et la question du jour sera... Tiens, combien d'heures de sommeil par nuit en général de votre côté? Combien vous arrivez à faire en ce moment à peu près? Voilà, question à la con, c'est le concept. Dites-moi qu'est-ce qu'il vous faut en général, c'est-à-dire combien d'heures il vous faut pour être bien, et puis éventuellement ce que vous faites en ce moment, voilà, combien vous arrivez à faire littéralement en ce moment. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Encore une fois, joyeuse ATH à tous et à demain. Ciao, ciao.